Incroyable, un 2 pour 1 aujourd'hui dans notre chronique financière avec Frédéric Turcotte et Mireille Rondy. Comment allez-vous? Très bien, Très bien. merci, Pierre. Ben oui, c'est le fun parce que là, ça bouge. Mireille, Frédéric, vous faites équipe et là, il y a du 109 qui s'ajoute. Ben, écoute, je vais prendre le crachoir, comme on dit. Oui, nous, on a un troisième membre de la famille qui s'ajoute à l'équipe, donc qui s'appelle Thomas, sera officiellement un économiste en mai 2024. Donc, quand les clients vont pouvoir nous parler de toutes sortes de points de vue d'économistes, ben, on pourra dire qu'on en a un dans l'équipe fraîchement sorti de l'école. Avec des connaissances là, qui seront vraiment à jour. Donc, c'est un beau plus pour nos clients. Oui, tout à fait. Et puis, ça amène une vision un peu plus jeune aussi, forcément, dans l'équipe, hein. Les gens nous disent des fois, hey, il vous reste encore combien d'années à travailler? Il nous en reste encore beaucoup, là, mais donc d'avoir un visage plus jeune un peu dans l'équipe, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant pour nous. Et c'est assez rare dans l'industrie aussi, là. On n'a pas vu des tonnes de bureaux qui fonctionnent, le couple et l'enfant. Il y a souvent des équipes qui sont constituées. Mais c'est rare qu'on voit, j'ai seulement un seul exemple en tête où le fils travaille avec son père. Mais pour le reste, c'est rare. J'en ai pas vu à trois, donc. Et l'économiste va pouvoir apporter de l'eau au moulin, là. C'est-à-dire que sur de l'analyse, sur ce qui s'en vient au niveau économique, macro, micro, ben, les connaissances de Thomas vont être bien vues là, au sein du bureau. Oui, tout à fait. Oui, alors c'est certain qu'on a chacun nos clients aussi. On partage quelques clients en commun, mais on a chacun nos pratiques. Mais on en discute quand même toujours ensemble. Et c'est ça qui est un des avantages là, que Mireille pourrait élaborer un peu. Eh ben, effectivement, Pierre, on sait que, bon, on n'est pas les seuls à travailler en équipe, mais je te dirais que la particularité famille, c'est que nous, le soir ou la fin de semaine, on n'est pas nécessairement à écouter Stats. On parle de finances. On est capable de ramener des problématiques de clients. Donc, on est toujours dans cette présence de finances, de finances parce que à la minute où quelqu'un amène un point de vue, ça nous rappelle un client, puis on dit, ah oui, tu sais, Jacques, il y avait telle problématique. Comme cette semaine, on a fait faire beaucoup de millage à une cliente qui avait une problématique, disons, dans sa vie, mais on lui a trouvé un programme gouvernemental qui était vraiment approprié pour cette personne-là. Et puis, c'est parce que lorsqu'on en parle en dehors des heures de bureau, on est capable de venir faire des liens puis à trois personnes d'amener les connaissances pour aider ces clients-là. Évidemment, on ne dit pas, nous, à 4h30, le bureau est fermé. On vit en continu dans le monde de la finance. C'est un petit peu particulier, puis ça, je te dirais que c'est rare. Donc, pour les clients, ça leur assure qu'il y a toujours comme trois personnes qui ont des expertises différentes, qui pensent à leur dossier indirectement, puis je pense que c'est une belle plus-value. Notamment parce que je prendrais un commentaire d'un célèbre François Trahan qui s'était positionné, je ne sais pas, tu as dû voir ça passer l'été dernier, et Oui. qui disait que beaucoup d'économistes n'ayant pas de cours d'économétrie sont pas des prévisionnistes, sont capables d'analyser le passé. On peut être d'accord ou pas avec sa façon de voir, mais comme notre Thomas fait des cours d'économétrie, alors lui, il sera bien positionné pour avoir un avis sur le futur. Puis ça amène aussi un autre aspect que Mireille touche un peu plus du côté planification financière, mais qui est l'arrivée à la retraite souvent de gens qui n'ont pas de relève et qui se disent qu'est-ce que je fais des sous que j'ai dans mes placements. Alors nous, on le fait qu'on amène un jeune dans l'équipe, ça vient un peu consolider cet aspect-là forcément de notre travail et ça donne aussi une espèce de longévité un peu plus grande à des gens qui peuvent dire on va quand même continuer à travailler avec ton fils ou nos enfants plus tard continueront à travailler avec ton fils. Alors, notre fils. Alors, voilà, c'est un peu ça la nouvelle de la semaine. Oui, Oui, parce que ça assure une transition aussi, parce que oui. souvent, quand les conseillers financiers vieillissent, à un moment donné, ce qu'on voit souvent, c'est on va vendre les clients à un autre ou un conseiller qui va acheter la clientèle de base. Mais là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une transition en douceur, là, et on Oui. amène du sang neuf comme ça. Les connaissances vont se transmettre de génération en génération. Mais en fait, c'est ça le point le plus important. C'est pour ça qu'on a travaillé beaucoup pour qu'un de nos enfants vienne en appui à ce qu'on avait bâti. Et c'est aussi grandement par respect pour les clients. Quand tu arrives à 60, 65, 70 ans, de raconter encore une fois ta vie à un nouveau conseiller,
c'est souvent un passage obligé, mais qui n'est pas nécessairement agréable parce qu'on ne fait pas que gérer la finance. On gère des fois des histoires de famille, des fois. Donc, le fait pour Thomas d'embarquer comme ça dans cette pratique-là et à terme, les clients vont venir qu'à bien connaître un jeune qui a 22 ans, mais qui dans 10 ans aura 32 seulement. Et ça assure à nos clients qu'ils auront cette personne de confiance-là longtemps qui va graviter autour d'eux. Donc, nous, on voit ça comme un très, très bel ajout, autant pour la famille que pour tous les clients qui nous font confiance, là. Merveilleux. Donc, on va suivre ça là, au cours des prochaines semaines, prochains mois, l'arrivée de Thomas et puis les marchés boursiers aussi qui continuent. Frédéric, merci beaucoup, Mireille, Oui, des commentaires. Frédéric, ça continue, là. Je regarde la Fed, parce qu'on se parle assez souvent, puis on regarde la Fed nous donne beaucoup de mots de tête, mais là, je pense que là, on vient de tirer une ligne, clairement. Là, on annonce que la hausse des taux s'est terminée aux États-Unis. Puis là, on parle de 3 baisses de taux 2024. On l'appréhendait, là, mais qu'ils Oui, les sortent comme marchés. ça, là, Oui. le message est assez clair. Là. Le message est assez clair et le marché l'anticipait un peu, je te dirais, parce que c'est le mois de novembre, comme on le disait tout à l'heure, a été très positif à la bourse, tiré par sept compagnies essentiellement. Mais c'est assez surprenant quand même que Jerome Powell aux États-Unis se commette à dire 3 baisses prévues. Et là, j'avais des statistiques le marché l'anticipait déjà un petit peu, j'avais ça pas très loin donc, quand c'est le cas de voir qu'est-ce qui s'en vient, c'est toujours les contrats à terme qui nous disent où on doit se placer. C'était vraiment autour de 55 déjà dans les prix, dans les futurs, les contrats D'escompter, là. escomptés dans le marché, oui. Alors, c'est déjà donc dans la bourse, pourquoi que la bourse va bien réagir aujourd'hui, mais il y a encore quand même des inconnus dans tout ça. C'est certain que Ah, ben si on était sûr de nos affaires à 100%, on serait milliardaire, là. Hein? Exactement. Oui, alors, donc là, les contrats à terme spéculent sur à quel moment les baisses vont commencer à se faire valoir et de quel ordre. Là, bon, là, Powell a quand même mentionné qu'il y en aurait peut-être 3 dans les prochaines années. Parce que c'est certain que présentement, là, on peut le dire, hein, je crois qu'on s'est parlé il y a un mois, toi et moi, puis c'est difficile pour les gens. Là. Au Canada, présentement, au Québec, là, pour les gens qui nous écoutent, les gens, bon, toute la partie fonction publique qui est sur pause, pas de paye, ou presque pas. Les gens cessent de payer. Moi, j'en gère là, des gens qui cessent de mettre les contributions automatiques dans leur CELI, leur REER, décaissent du CELI. Alors, pour finir leur année parce qu'ils ont moins de revenus et le coût de la vie coûte très cher. Donc, c'est pas une période très, très le fun présentement, surtout avec une bourse qui, oui, qui a monté dans le dernier mois, mais ou la dernière année, si on veut, mais c'est pas tous les titres qui ont monté. C'est vraiment quelques joueurs qui ont réussi à tirer le marché vers le haut. Puis on en avait parlé la semaine passée, là, les 7 magnifiques. D'ailleurs, tu sais que les 7 magnifiques, c'est un film, hein, ça vient de là, hein, c'est l'appellation les Magnificent 7 là, avec Yul Brynner, tout ça, c'est un vieux film des années 60, je pense. Alors, mais dans le marché boursier, là, c'est Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla qui ont tiré le marché vers le haut, particulièrement en novembre aussi. Donc, on est rendu à des sommets presque, on rejoint là, On a battu, écoute, hier, on était au sommet de janvier 2022. On a Exact. battu 2023 assurément au complet, là, des Ouais, sommets. ouais. Donc là, avec ce qu'on a aujourd'hui, à un moment donné, il va peut-être avoir des poches là, de volatilité éventuellement. Là. Oui, mais il y a encore des mois sombres qui s'en viennent, même si les taux vont rebaisser. Pierre, je pense qu'on peut penser que les entreprises, toi qui suis le marché économique de façon très, très de proche, les entreprises qui ont bénéficié de prêts pendant la COVID, les remboursements s'en viennent. Les prêts obligataires aussi, les hypothécaires, pardon, Oui. qui vont être renouvelés en 2024. Donc, il y a des gens qui arriveront tout simplement pas. Même si on peut anticiper cette baisse-là, puis le prix va être un peu plus abordable pour réhypothéquer nos maisons, mais ça va être encore, je pense, une première moitié d'année un peu plus difficile, je pense. Oui, parce que ça vient enlever des revenus disponibles qui sont là actuellement, mais qui ne le seront plus lorsqu'on va renouveler nos taux. Et là, on disait que c'était Exact. 15 à 20 milliards dans l'économie canadienne pour 2024 en moins
parce que c'est de l'argent que les gens n'auront pas à dépenser au restaurant ou ailleurs. Ils vont le mettre sur leur hypothèque, là. Ah, tout à fait. Et ça, on le voit de façon très, très concrète. Mais bon, il y a quand même d'autres signaux. On parle souvent de l'indice, le VIX, qui est l'indice de la volatilité de la peur, donc qui est à son plus bas vraiment depuis 2020, autour de 12 piastres. Donc, c'est la première fois depuis la pandémie que c'est aussi bas que ça. Donc, ça, c'est quand même un signal aussi précurseur là, que la confiance est là, du côté américain particulièrement. Du côté canadien, si on regarde le marché canadien depuis, écoute, c'est vraiment pas, c'est du surplace. On n'a vraiment pas fait grand-chose depuis juin 21, en fait. Ce que l'on pense, c'est que il peut y avoir un petit peu de croissance du côté canadien, s'il y en avait, particulièrement les compagnies qui sont celles qui font grossir leurs dividendes de façon répétée. Donc, les dividend growers qui peuvent peut-être permettre à l'économie canadienne et aux gens qui investissent dans le marché canadien d'en profiter un peu. Donc, on pense aux telcos, les banques qui ont été battues aussi. Alors, ça peut peut-être se replacer un peu en 24, mais les analystes sont assez conservateurs sur les possibilités, en tout cas de tout ce que je lis et j'écoute du côté canadien. S'il y avait encore du mouvement intéressant, c'est peut-être un peu plus du côté américain où on a une masse critique de PME, de small cap, qui sont quand même des compagnies importantes en termes de valorisation boursière et qui sont toujours les premières à se sortir des ralentissements et des baisses de marché. Donc, tout le small cap va profiter d'une baisse de taux, c'est-à-dire qu'ils vont, eux, continuer à reprendre leur cycle pour emprunter à nouveau, pour acheter des nouveaux équipements, financer des projets. Et ça, forcément, ça va se refléter dans les titres boursiers pour cette catégorie-là d'actions. Ça veut dire Russell 2000, l'indice, hein? Exactement, oui, oui. Elle s'est fait brasser pas mal, là aussi. Là, depuis, exactement. Alors, c'est là peut-être qu'on peut voir où se positionner pour 2024. Et c'est intéressant aussi de voir un peu que, bon, l'année 22 a été très, très, très difficile. Et il y a toujours une association au cycle du rendement pas du rendement, mais des émotions des investisseurs. Hein. Et là, on peut se poser la question, est-ce qu'on a atteint ce point-là, le creux, où on capitule, on se dit, bon, il n'y a rien à faire dans le marché boursier, on s'en va dans le marché monétaire, parce que le marché monétaire, dans la dernière année, était quand même intéressant avec des rendements de près de 5 alors, et des CPG. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup d'argent qui sont sortis des fonds des fonds mutuels au Canada. Alors, je suis allé voir les statistiques, Pierre, pour toi, pour regarder ça ensemble un peu. Alors, c'est 12,5 milliards de dollars qui est sorti depuis le début de l'année des fonds communs de placement au Canada. Donc, ça fait 8 mois de suite que l'argent sort. Il y a plus de fonds que d'entrées, hein, c'est ça? Oui, plus de sorties. De sorties que d'entrées, effectivement. Donc, ça veut dire 12,5 milliards. Ça comprend 1 milliard qui s'est déplacé du côté du marché monétaire. Donc, les gens, on fait quoi avec cet argent-là? Ils sont allés vraiment, je pense, beaucoup dans les CPG, dans les certificats de placement garantis dans les banques et dans les outils de marché monétaire. Alors, il y a vraiment seulement le mois de février qui avait été positif un peu. On peut penser que c'est les REER qui ont ramené un peu plus d'argent dans les contributions des fonds mutuels. Mais donc, c'est une année vraiment oubliée pour les entrées nettes de fonds dans les fonds mutuels au Canada. Donc, c'est vraiment les deux pires années, 22 et 23, depuis longtemps. Alors, est-ce que les investisseurs sont prudents? On sait que les investisseurs investissent jamais au bon moment. Hein. C'est vraiment pas dans la nature des gens, d'une façon générale, d'acheter ce qui est à rabais et de profiter de hausse. On achète souvent, presque tout le temps, ce qui monte. Alors, c'est ce que Charlie Munger, qui est décédé la semaine dernière, disait. Il dit, des fois, vous nous prêtez des intentions d'être bons, mais c'est juste qu'on achète quand il y a des gens qui nous le vendent à rabais, là. Exactement. Alors ce cycle des émotions-là, chez les investisseurs, là, quand on fait une belle petite courbe qui descend et qui remonte, là, une belle petite montagne double, donc le sommet, bon, c'est l'optimisme, tout va bien. Après ça, on monte vers l'optimisme, pardon, ça c'est le sommet de notre courbe. Alors après ça, il y a l'exaltation, la frénésie. Puis on arrive vraiment à l'euphorie, qui est vraiment le maximum. Tout va bien, le marché boursier nous amène des rendements vraiment intéressants. Et après ça, bien on commence à redescendre de l'autre côté. Alors là, il y a le déni, il y a des phases de déni, d'anxiété. Là, on commence après ça à avoir peur. On commence à être déprimé. Et là, on commence à paniquer, puis on vend nos stocks, on vend nos placements.
Alors, donc là, les gens se disent, ça y est, on a manqué notre phase de croissance, donc on va vendre pour se protéger. Et on Et vend, ouais, c'est là, ça, on vend à perte, là. exactement. Et là, on arrive après ça, ce qu'on appelle la capitulation, puis le découragement. Ça, c'est vraiment le creux de notre courbe là, qu'on vient de dessiner mentalement. Alors, et c'est là que l'opportunité, elle est au maximum. Quand on est vraiment dans le creux du marché, qui est toujours très difficile à détecter, bien sûr, c'est pas facile de savoir si on a atteint le creux. Mais c'est là que les gens commencent à mettre des sous, qu'on devrait commencer à remettre des sous dans le marché et dans le marché des actions. Et après ça, bon, là, on a différentes phases. On est sceptique un peu à la reprise. On a de l'espoir. Après ça, oups, ça va mieux, le soulagement. Puis là, on revient à notre début où on était optimiste face à la possibilité des marchés. Donc, ce cycle des émotions-là, on n'est vraiment pas programmé pour le prendre au bon moment. Puis tu as raison de mentionner que Warren Buffett et Munger étaient des experts dans ça. Et ça m'amène à te parler un peu aussi de types de placement. Il y a différents types. On a parlé des fonds mutuels tout à l'heure, mais on peut gérer notre argent avec des différents styles. Donc, il y a ce qui a fonctionné en novembre et depuis le début de l'année avec les 7 gros joueurs, c'est vraiment la croissance. Donc, on met l'accent sur les bénéfices actuels et Des futurs. technos, ouais, c'est ça, Les là. technos, ouais, exactement. Ça, Des les titres qui ne donnent pas de dividendes, là, hein, qui génèrent exact. la C'est ça. croissance pure, là. Tout à fait. Alors, on paye plus cher pour avoir ces titres-là dans notre portefeuille. Les gestionnaires qui ont ce type ce style de placement-là, croissance, donc eux choisissent ces titres-là et ils vont investir donc dans ces compagnies-là. Puis le meilleur exemple, c'est Nvidia. Je vais t'en parler un petit peu plus tard de cette compagnie-là. Alors, un autre type de croissance qui existe, aussi un autre style de placement qui existe, c'est la croissance à prix raisonnable. On appelle ça GARP en anglais, G-A-R-P. Alors ça, c'est encore de la croissance, mais on va attendre de voir des baisses dans un marché et on va essayer d'aller chercher le prix le plus bas en fonction mais ce sont des types de croissance quand même, mais à un prix raisonnable dans le marché. Alors ça, c'est un autre style que l'on retrouve chez des gestionnaires de fonds. Et l'autre qui existe très connu, c'est le style valeur. Donc là, on revient encore à Munger puis à Warren Buffett. Donc là, on va vraiment chercher des aubaines, on va vraiment aller voir des prix, des cours ratio bénéfices très faibles, des titres qui n'ont pas la faveur des investisseurs nécessairement et qui vont être très peu chers et qui vont être achetés pour garder sur le long terme. Donc ça, c'est le style valeur. Et historiquement, Pierre, c'est les styles valeur qui ont réussi à tirer le marché le plus haut, contrairement à ce qu'on peut penser que c'est la croissance. Mais historiquement, quand on regarde ça sur 40 ans, c'est le style valeur qui a réussi à donner les meilleurs rendements au fil des années. Puis les 10 dernières années, c'est pas un bon exemple pour ça, parce que c'est vraiment le style croissance qui connaissait Ouais. le meilleur. Et juste une parenthèse sur un autre style qui est moins connu, celui-là aussi, mais il y a quelques gestionnaires de fonds qui sont comme ça, qui sont des contrariens. Alors eux, vraiment, Ils vont à se disent, l'inverse, eux autres, ils là. font l'inverse. Ils vont aller à l'inverse du courant dominant et ils vont vraiment se positionner quand le stock vient de dégringoler, un restaurateur, une chaîne de restaurants qui a eu de la contamination dans un restaurant, par exemple, puis le titre baisse de 30-40 mais c'était une compagnie, par exemple, qui faisait un bon bénéfice avant. Alors, le contrarien, lui, le gestionnaire de fonds, va se positionner dans cette compagnie-là parce qu'il croit que les chiffres sont solides et il va positionner ses billes dans cette compagnie-là. Donc, ça, c'est un style qui, en période comme actuellement, fait généralement assez bien parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont baissé beaucoup à la bourse dans les dernières années et qui n'ont pas encore redressé. Donc, le style contrarien, généralement dans les reprises, si on a une reprise, réussissent généralement à bien faire. Donc au Canada, là, la bourse canadienne a presque fait du surplace depuis un an, même tu disais plus loin que ça, là, 2022. Ouais. Donc là, il y a des titres, je pense aux télécoms, là, comme BCE, comme TELUS, qui ont baissé beaucoup, qui ont des bons dividendes aussi. Éventuellement, ces titres-là vont redevenir dans les radars des gestionnaires, là, Exact. quelque part. C'est comme les banques, là. Les banques, pour l'instant, sont comme un peu mises sur le bas de pénalité, là. Oui, Mais les banques vont continuer à générer des dividendes puis de l'argent éventuellement, là. Donc, oui, ces tout à titres-là fait. vont redevenir populaires, là. Exactement. Puis les banques, c'est un bon exemple peut-être présentement d'un secteur à surveiller parce que très souvent, les banques vont regrouper toutes les mauvaises nouvelles dans un seul trimestre ou deux. Donc, toutes les réserves qu'elles vont prendre, par exemple, pour faire face à des faillites. On sait que les banques, il faut qu'elles se protègent en termes de capitaux pour faire face à des faillites ou
des creux économiques qui vont demander à décaisser ou des pertes d'argent. Alors, très souvent, les banques vont regrouper les mauvaises nouvelles un peu dans certains trimestres et par la suite vont être dans les premières à se repositionner pour aller repartir vers le haut. Alors, c'est peut-être ce qu'on va assister au Canada parce que toutes les Ben, c'est banques cyclique, on va le voir, vont puis voir c'est comme ça. exactement. Hein. Les gestionnaires de fonds dont vous êtes travaillent beaucoup avec aussi ce genre de secteurs-là qui sont Exact. qui sont Ouais. cycliques. Là. Et je voulais, un dernier point, peut-être que tu as placoté un peu bon, l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si tu as vu passer le nouveau poste de nouvelles complètement créé par Oui, j'ai vu ça tout l'intelligence à l'heure. artificielle. Écoute, c'est capoté, là. Oui, c'est assez blasé. C'est Ouais. des images créées par de l'intelligence artificielle uniquement, là. Complètement, complètement. Donc, des animateurs qui sont devant toi, qui tu penses qu'ils sont vrais, puis bon, ils vont chercher les sources un peu partout sur Internet. Là. Ils se différencient de faire de la fausse nouvelle. Bien sûr, ils veulent faire de la vraie nouvelle, mais tout ça, c'est alimenté par l'intelligence artificielle. Et je me fais poser la question un peu, comment on peut se positionner dans cette vague-là? Et c'est un sujet qu'on a abordé, toi et moi aussi, je pense, dans le passé, mais c'est toujours important parce que c'est vraiment très, très gros. Ce que l'on voit présentement avec l'intelligence artificielle, c'est un peu comme la révolution qu'Internet a fait dans les années 90. Et plusieurs pensent que c'est vraiment encore plus gros que ce qu'Internet a amené en termes de développement d'infrastructures, en termes de changement dans la façon dont on travaille. Donc, de l'intelligence artificielle, il va s'en retrouver partout. Et NVIDIA est un des premiers joueurs à avoir bénéficié énormément et à avoir tiré le marché vers le haut depuis le début de l'année. En fait, depuis quelques années, NVIDIA va excessivement bien. Et j'écoutais cette semaine un gestionnaire de fonds chez Fidelity qui s'appelle Mark Schmel, qui couvre beaucoup le secteur techno. Et il vit à San Francisco, en Californie. Mais là, il est allé faire une tournée de plusieurs compagnies, des gros joueurs. Là. Le seul qui n'a pas vu, je pense, c'est Alphabet. Mais il a vraiment fait le tour des gros joueurs de la Californie qui sont autant au niveau logiciel que du côté infrastructure. Et il disait que chez NVIDIA, dans la dernière année, là, il y a 77 leaders du monde qui sont passés dans leur bureau. Lui, il a rencontré le CFO, le VP Finance chez NVIDIA. Ils ont quand même leurs entrées, là, les gestionnaires de fonds. Et il disait, écoute, on a eu 77 leaders qui sont passés, donc des présidents de pays, des premiers ministres qui sont passés dans les bureaux d'NVIDIA dans l'année. C'est pour te dire un peu le poids énorme de cette compagnie-là, Ouais. qui fabrique donc des processeurs qui permettent à l'intelligence artificielle de rouler dans les salles de serveurs. Donc, tout le changement que les salles de serveurs doivent se faire pour répondre à cette demande, donc au niveau de l'intelligence artificielle. Et NVIDIA donc, fabrique ces microprocesseurs-là. Comme d'autres joueurs, il y a AMD aussi qui est le deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on décode de tout ça? Bien, c'est que c'est l'infrastructure qui bénéficie, un peu comme Cisco l'avait fait quand l'Internet a commencé. Oui. Il fallait mettre des tours un peu partout, des antennes, de la tuyauterie pour faire passer Internet partout sur la planète. Alors, ces joueurs-là d'infrastructure, on en bénéficie énormément. Et par la suite, toutes les compagnies de l'écosystème, les logiciels, les Microsoft qui ont avec leur chat GPT, tout ça, se greffent à ça, apportent des applications qui s'appliquent qui vont se retrouver en entreprise. Et les entreprises et nous, on va en bénéficier énormément. Pour les services, ouais, à des particuliers, ouais, exactement. Alors, Schwell disait que le price earning de NVIDIA n'était pas cher parce qu'il était à 63. Imagine, le price earning à 63. Mais si tu le compares à juillet, il était à 245. Puis mettre les choses en parallèle un peu, le Standard & Poor's est autour de 24 présentement. Donc, NVIDIA, selon lui, était... Ça, c'est les ratios court-bénéfice. Court-bénéfice, oui. Il était à 63. Et il était à 63 fois, oui, le coût, donc le prix sur les bénéfices. Donc, c'est le coût. Et donc, il était à 245 en juillet, mais là, le stock a monté, c'est certain, quand une des deux parties. Les revenus aussi ont explosé, donc là, les ratios baissent. C'est ça, et toi, exactement. tu dis, dans le cas d'NVIDIA, tu dis qu'il y a un potentiel assez. Bien, je fais juste cette analogie-là avec l'infrastructure. C'est certain que le titre est assez cher quand même, mais si c'est vrai que la croissance, on est qu'au début de cette vague-là et qu'on répète un peu le modèle de l'arrivée de l'Internet dans les années 90, bien, les fabricants d'infrastructures donc devront en bénéficier. Et par la suite, et c'est déjà un peu le cas aussi des fabricants de logiciels. Microsoft, par exemple, utilise beaucoup avec OpenAI, ils ont mis ils ont pris une participation dans la compagnie qui fabriquait le ChatGPT. Donc, ils commencent déjà à bénéficier et ça va continuer comme ça. Tesla aussi, forcément. Elon Musk lance XAI, il a levé. Exactement. Il veut lever 1 milliard. Là. Actuellement, il y a
Il y a des positions. Là, je pense qu'il y a 300-400 millions d'investissements déjà d'annoncés. Oui, Et, exactement. il est là-dedans lui aussi parce qu'il faut se rappeler, là, ChatGPT, OpenAI, Elon Musk était au départ un gros Tout à actionnaire. fait. Là. C'est lui Oui, qui a tout à trouvé le fait. nom d'OpenAI d'ailleurs. Là. Oui, exactement. Alors, on est dans une période quand même fascinante, Pierre. On regarde ça, Ça toi va et moi. vite, hein? Ça va Ça va, vite. oui, mais on se dit toujours, bon, on essaie de se décoller de la Fed, des hausses de taux et tout ça. On essaie toujours de se ramener à se dire, bon, c'est sur le long terme qu'il faut regarder ça. Il faut regarder les compagnies qui font des bénéfices. C'est ça qui tire la bourse vers le haut quand une compagnie dégage des bénéfices sur le court terme et le long terme. Alors, c'est ce qu'on achète quand on achète des stocks à la bourse. Mais c'est certain qu'on est dans une période absolument incroyable. Puis dernier point, là, tu connais mon intérêt. D'ailleurs, j'achète de lire la biographie d'Elon Musk, qui est une méchante brique, mais qui se lit de façon absolument vraiment très, très intéressante. C'est des courts chapitres et c'est vraiment fascinant de voir toute l'évolution à partir de quand il a fondé ces deux compagnies majeures, Tesla et SpaceX. Je ne sais pas si tu as vu hier, ils ont lancé la version 2 du robot de Tesla. Donc, le Optimus version 2. Alors, j'invite tes auditeurs à taper ça dans YouTube pour aller voir, ou dans Google pour aller voir Là, on comment fait des tâches qu'on ne faisait pas sa la version 1. progression. Moi, ce qui m'épate, là, c'est la progression en l'espace d'un an. Comment ils ont réussi à faire un robot de forme humaine avec une dextérité. Ils ont enlevé du poids dans le robot. C'est pas un robot très, très gros, hein. Il mesure à peine 5 pieds 8. Là, ils ont enlevé du poids, ils pèsent moins, donc ils marchent plus vite. Et puis, ils commencent vraiment à avoir une allure là, intéressante au niveau de la manipulation des objets. Donc, on le voit dans la vidéo qui a été diffusée hier, donc le 12 décembre, pour la première fois, manipuler des œufs. Donc, on présume que l'œuf n'est pas cuit, mais en tout cas, même s'il était cuit, c'est quand même intéressant de voir comment, avec la dextérité qu'il a, un œuf qu'il passe d'une main à l'autre, avec des senseurs sur le bout des doigts. Alors, est-ce que ça veut dire, ça, des robots, pour les gens qui se disent, bah, c'est bien beau tout ça, mais ça fait quoi, à part dans les films, qu'est-ce qu'on peut faire? Des robots, un jour, quand ça va travailler dans les usines, ça va remplacer des humains et ça va rendre la productivité des entreprises euh, encore plus grande. Parce qu'un Infini, robot, là. Ouais, un robot oui, travaille 24/24. Là. exactement. Il y a juste besoin d'aller se brancher quelques heures et continuer à travailler sans aucune condition de travail et tout. Et pour les jobs répétitifs, les jobs difficiles que les gens ne veulent plus faire, c'est des robots qui vont faire ce travail-là. Alors, c'est vraiment un peu de la science-fiction. Je t'en fais quelques fois que je t'en parle. J'ai toujours le sourire aux lèvres quand je t'en parle, mais c'est quelque chose de quand même intéressant. Et on voit la progression de Tesla qui développe un robot. C'est pas pour rien qu'ils ont les meilleurs ingénieurs au monde, hein. Ils ont réussi à aller chercher des gens très spécialisés qui sont capables de faire des choses vraiment, vraiment intéressantes Oui, pour et le tout ça est futur. testé dans les usines de Tesla déjà. Exactement. Oui, oui, ils sont à la veille. Même si, je pense même que c'est commencé que certains robots font des tâches dans les usines de Tesla, effectivement. Donc, à suivre. Frédéric, tout ce qui s'est dit là, il faut faire attention. Là. Il y a des mises en garde. Ce ne sont pas des conseils ni des Non, recommandations. non, écoute, on essaie toujours d'être prudent. C'est des sources qui sont fiables et pertinentes. Alors, c'est d'ordre général ce qu'on discute et ça s'avère bien sûr incomplet par rapport à la situation personnelle de tes auditeurs. Pierre, les commentaires que je fais, c'est pas des conseils d'investissement, c'est pas, ça exprime pas l'opinion, bien sûr, de Valeur Mobilière Peak et Valeur Mobilière Peak n'est pas responsable du contenu de mes commentaires. Par contre, si les gens veulent tes recommandations et tes conseils, ça peut arriver parce que tu Oui, offres aux auditeurs une analyse gratuite de leur portefeuille de placement, même pour les entrepreneurs, les comptes d'entreprise. Et à exact. partir de là, si les gens aiment ce que tu leur recommandes, ben, ils peuvent te prendre comme conseiller financier. Tout à fait. Alors, ça fonctionne bien. J'ai eu des clients très intéressants parmi tes auditeurs qui étaient, vous, pas un culte presque, mais qui t'écoutent religieusement. Alors, Ben, on a une communauté Cachemire qui est forte et qui est très fidèle. exactement. Non, puis c'est des gens très sérieux qui sont intéressés par leur situation financière et la faire évoluer pour le futur. Et puis, bon, c'est ça que je donne quelques devoirs aux gens qui m'appellent et qui me contactent. Ils peuvent réserver là, sur mon site web frédéricturcotte.com une plage horaire ou m'appeler au 418-681-91, poste 253. Et je regarde ça avec eux, je leur placote un peu. Et puis, c'est certain que gérer ses finances, là, des fois, on dit ça, ma femme et moi et mon fils bientôt.
d'impôts, que quand tu demandes aux gens, ah, envoie-moi tes relevés, tes rapports d'impôts, c'est pas des affaires de fun à faire, hein, c'est des devoirs à faire comme quand on était à la petite école, pas agréables à faire nécessairement et qui prennent du temps ou en tout cas, on n'a peut-être pas toujours ça sous la main. Mais une fois qu'on a passé cette étape-là, qu'on a investi peut-être un petit peu de temps à regrouper ces papiers puis nous les envoyer, puis à prendre le temps de discuter avec moi, ben, je pense que les gens bénéficient, puis c'est ça que j'offre à tes auditeurs. Excellent, Frédéric. On se reparle prochainement. Oui, Et sinon, joyeuses oui, fêtes, hein, oui, parce toi que aussi, ça va Pierre. aller vite. Exact. 2024, là, vous le voyez, là, c'est parti. Des baisses de taux, ça, c'est pour les investisseurs. Là. Des fois, des baisses de taux, ça peut donner de l'oxygène dans la machine. Hein. Oui, beaucoup d'argent disponible dans les marchés monétaires et CPG et tout ça. Alors, c'est certain que du côté obligataire, comme on a mentionné, ça peut être intéressant et du côté des actions aussi, parce que l'afflux d'argent fait bien sûr monter les titres à la bourse. Alors, c'est ce qu'on peut souhaiter pour 2024. Merci beaucoup, Frédéric. À la prochaine. Un plaisir, bien.